Chaos, tel est le mot qui définit ce début de saison. Suite à l'enfermement de Satoru Gojo résultant à l'incident de Shibuya, le Japon est face à des défis sans précédent. La ville de Tokyo est totalement déserte, la structure politique des sorcereurs est cupide au possible, des problèmes d'héritage et des protagonistes qui tentent tant bien que mal de surmonter tout ça. On va parler de tout ça dans le bon, je vais tenter de discuter de chaque épisode hebdomadairement. Voilà, c'est un petit défi que je me suis lancé en ce début d'année en espérant que ça tienne. Mais avant de parler des épisodes, qui dit nouvelle saison dit nouvel opening. Et là où dans Chainsaw Man, produit par le même studio d'animation que Jujutsu, eh bien on avait le droit à, je pense qu'on peut le dire, hommage au cinéma. Dans Jujutsu, c'est principalement un hommage à l'art, surtout celle de la Renaissance qui est exposée, avec des œuvres connues et réimaginées avec les personnages de JJK. Ce qui frappe dès les premières minutes, c'est l'esthétique du vide. Tokyo n'est plus cette métropole vibrante et lumineuse, mais un véritable no man's land. La mise en scène dépeint parfaitement cette atmosphère apocalyptique, les rues sont désertes et contiennent une absence totale de vie civile. On ressent l'isolation des personnages. Ils ne sont plus des prédateurs de la société, mais des survivants où chaque coin de rue peut abriter un fléau né du chaos de Kenjaku. Quant au son, un point crucial à noter est l'utilisation du silence. Là où ils auraient pu remplir chaque seconde de musique épique ou de dialogue explicatif, la saison 3 prend le temps de nous laisser respirer. Le bruit du vent, le son des pas de Yuji sur le bitume carquelé, ce minimalisme sonore renforce la solitude des protagonistes. C'est un choix artistique audacieux qui souligne une rupture totale avec la frénésie d'avant Shibuya. Le silence n'est pas apaisant, il est lourd d'inquiétude. Un autre point non exempté de tension est la famille Zenin. En effet, Naobito Zenin, chef de la famille Zenin, vient tout juste de mourir suite aux blessures infligées par Jogo. Maintenant, la question est de savoir qui sera érigé en tant que nouveau chef du clan Zenin. Le dernier fils du chef, Naoya Zenin, est un nouveau personnage introduit cette saison. Il est le parfait cliché du prince pourri gâté, imbu de lui-même en plus d'être misogyne. Une fois entré dans la pièce où le notaire lit son testament, la caméra offre un effet d'oppression. D'abord en étant plongé, nous permettant de se rendre compte de la taille étouffante de la pièce, le tout sublimé par la lumière vacillante, amplifiant ce sentiment d'inconfort. Tout se déroule comme prévu pour Naoya, jusqu'au moment d'annoncer que le chef de la famille Zenin ne sera pas lui, mais bien Megumi. Et oui, Toji avait conclu un marché avec Naobito selon lequel Megumi deviendra chef si Satoru Gojo venait à mourir ou être en état d'incapacité. C'est toujours impressionnant de voir un personnage mort depuis 12 ans avoir autant d'influence à ce stade du récit. Voyant son avenir tout tracé mis en péril, Naoya prend ses clics et ses claques et part à la poursuite de Megumi. Et ça, autant dire qu'il fait rapidement. Pour renforcer ce côté prince gâté, il est marrant de constater que même sa technique occulte est héréditaire. Il utilise le même système de 24 FPS qu'on a pu constater lors du dernier arc. Cela lui confère une vitesse époustouflante. Dernier point que je trouve important à souligner concernant Naoya et son combat contre Choso. La confrontation est marquée par une divergence d'opinion quant au rôle de grand frère. Naoya est le dernier de sa fratrie. Il méprise la faiblesse de ses grands frères. Choso, en tant qu'aîné, explique qu'il se doit de frayer un chemin sûr pour ses petits frères, quitte à commettre des erreurs. Autre élément du combat à noter est la mise en scène. Lorsque le tunnel est teinté de vert, Naoya a l'avantage. A l'inverse, lorsque celui-ci est rouge, cela signifie que Choso a l'avantage. Le dernier tiers du combat est dépourvu de couleur, témoignant de l'incertitude du résultat. Ah, le gros point noir de cette saison et qui risque d'être primordial est l'état psychologique d'Itadori. Le pauvre est rongé de culpabilité par les actes de Sukuna à Shibuya. Il n'a pas besoin d'évoquer son sentiment de culpabilité, puisque la première fois qu'on le voit, il tente de nettoyer le sang qu'il a sur les mains. On peut supposer que ce sang n'est que figuratif. La raison est qu'un peu plus tard, Yuji exorcise un fléau et son sang disparaît. Beaucoup de sentiments sont laissés libres à l'interprétation, que ce soit par les expressions faciales ou les décors. C'est fascinant de voir à quel point Yuji a changé en si peu de temps. Très peu de personnes peuvent comprendre tout ce qu'il a vécu, à l'exception de... La confrontation Yuji-Yuta sert surtout à faire les éloges de ce dernier. Déjà quand il apparaît, on le compare à Gojo. Ensuite, il explique qu'il a plus d'énergie occulte que lui. Voilà, doucement avec les éloges quand même. A noter que le tout se déroule sous une forme de pièce de théâtre, puisque Yuta n'est finalement qu'un comédien, exerçant son rôle d'exécuteur auprès des hauts gradés afin d'esquiver les radars quant à l'exécution d'Itadori. Encore une fois, une mise en scène aux petits oignons. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas de zèbre qui se promène à côté de la route comme ça. Au cas où certains pensent que l'Afrique ressemble réellement à ça au quotidien, détrompez-vous. Yuta sert également de point de repère pour Itadori,
En effet, tous deux ont été condamnés à mort pour un pouvoir qu'ils n'ont pas réellement choisi. Ils ont également bénéficié de la protection de Gojo et de l'affection de leurs proches. お父さん、何の話ですか？ C'est officiel, Kenjaku est bel et bien la mère d'Itadori et non le père, ce qui signifie qu'Itadori est né d'une carcasse. En plus de Sukuna, maintenant il a ça, vraiment tout ce qui entoure Itadori est très glauque. Ah, et petit mot concernant les blessures de Maki, c'est normal qu'elle soit celle qui ait pu survivre aux brûlures puisque c'est elle qui ne possède aucune énergie occulte. Les flammes de Jogo sont beaucoup plus efficaces sur l'énergie occulte. On a pu voir ce genre de situation à la saison 1 lorsque Todo a réduit son énergie afin de contrer les plantes d'Anami. Et le dernier gros élément de l'épisode, ça reste la traque mortelle. Immense battle royale. 10 colonies. Tu rentres ou t'es mort. Si tu tues une personne lambda, t'as 1 point. Si tu tues un sorceleur, t'as 5 points. Au bout de 100 points, tu peux changer les règles du jeu tant que tu n'entraves pas le jeu. Donc tu peux pas dire je mets 100 points et je décide d'arrêter le jeu comme règle. Non, ça, tu peux pas. Donc t'es pris au piège dans tous les cas. Et en plus, dans cette saison, tous les gens qui ont été éveillés par la marque de Kenjaku, comme la sœur de Megumi, ont désormais des pouvoirs. Donc il y aura un lot de nouveaux sorceleurs comme on n'en a jamais vu auparavant. Maintenant réunis, nos protagonistes doivent maintenant trouver un moyen de sortir Gojo du cube et contrer les plans de Kenjaku. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des prochains épisodes. J'espère continuer comme ça encore longtemps, c'est un peu un de mes objectifs de cette année. Et sur ce, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.